Merci beaucoup Jacques pour ces mots de bienvenue. Je me sens un peu très vieux quand tu as retracé mon parcours, donc voilà. Mais merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici ce soir et merci à vous d'avoir pris la peine de venir. Je vais me livrer devant vous à un exercice doublement périlleux. Tout d'abord, je vais questionner un des sacro-saints principes du Comité international de la Croix-Rouge, c'est-à-dire sa politique de confidentialité ou de discrétion, comme on l'appelait avant. Et puis, je vais un peu témérairement faire cet exercice en n'ayant pas toutes les réponses aux questions que je me suis posées ou que je vais vous poser. C'est tout simplement parce que c'est une histoire à trous, c'est une histoire où il y a des non-dits, donc quelquefois c'est juste de l'interprétation et vous n'avez pas les pièces pour pouvoir le faire. Mais par prudence, je me présente devant vous aujourd'hui non pas comme collaborateur du CICR, mais plutôt comme historien, si bien que mes propos vont pas porter surtout sur le passé, je ferai quelques incursions dans le présent, mais ce sera plutôt une analyse historique. Et puis, je vais également étayer cette présentation par des documents qui sont considérés par le CICR comme étant soit non confidentiels, soit aujourd'hui tombés dans le domaine public. Voilà. Alors, je vais commencer cette présentation par deux citations. La première est tirée du tout premier document rédigé par ce qu'allait devenir le CICR, et je vous la lis. Il serait bon que le comité entretint une agitation, si l'on peut s'exprimer ainsi, pour faire adopter nos vues par tout le monde, en haut et en bas, chez les souverains de l'Europe, comme dans les populations. C'est tiré du premier PV du CICR, c'est-à-dire le tout premier document créé par le CICR. Et puis la seconde citation est issue d'un rapport rédigé par Donald Tansley, qui était vice-président de l'Agence canadienne pour le développement international et qui concernait une étude qui concernait le rôle global de la Croix-Rouge, pas uniquement du CICR, c'était une réévaluation du rôle de la Croix-Rouge. Et ce rapport est aussi connu sous le nom de Big Étude ou Big Study. Dans l'ensemble, le CICR a confondu la discrétion qu'exige son activité et l'obsession du secret sans nécessité. Donc, entre un CICR balbutiant qui souhaite faire passer ses idées le plus largement possible, c'est-à-dire aussi donc informer le public sur ce qu'il fait, et puis une centaine d'années plus tard, une institution certes confirmée, mais murée dans le secret, on assiste donc à un changement total de paradigme. Et ce sont les raisons de cette mutation dans l'attitude du CICR qui vont être au cœur de mon analyse. J'ai identifié trois grands moments qui correspondent chacun à un usage particulier de la politique de discrétion ou de confidentialité du CICR. Et nous allons examiner pour chacun d'entre eux et chercher à comprendre surtout pourquoi le CICR a parlé ou s'est tu, pour reprendre le titre de cette présentation. Je vais aussi utiliser indistinctement les termes de discrétion ou de confidentialité. Le dernier terme de confidentialité est assez récent, un concept assez récent au CICR. Pour le CICR, confidentialité et discrétion sont deux synonymes. Et puis, je vous ai également mis l'antonyme, donc d'énoncer. Donc, quand vous voyez les définitions, garder les secrets d'autrui, garder le secret sur ce que l'on fait, ou ne partager l'information qu'avec ceux qui y ont droit, en fait, ce sont les trois actions qui qualifient parfaitement l'image qu'on se fait de la confidentialité du CICR. Image, quelquefois, totalement faussée, comme nous allons le voir immédiatement. Alors, la confidentialité n'a pas toujours été l'apanage du CICR, et si l'on remonte aux premières décennies de son existence, ce terme, ou comme je vous disais tout à l'heure, le terme de discrétion qu'on utilise plus fréquemment et plus volontiers, est complètement absent des réflexions politiques ou philosophiques de l'institution. Cela explique pourquoi le CICR des tout débuts est bavard. Preuve en est une abondante correspondance entretenue librement avec le monde entier, la publication d'un bulletin international, une sorte de périodique d'information qui a aujourd'hui 150 ans et pour lequel le CICR a lutté de haute main pour en avoir le contrôle exclusif, et les nombreux écrits qu'il et surtout son second président, Augustin Moignet, que vous voyez à l'image, publie inlassablement. Outre l'historique de la Croix-Rouge, les nouvelles de ses sociétés nationales, des questions de droit international, ces publications prennent quelquefois clairement un aspect beaucoup plus polémique, et surtout à partir de la seconde moitié des années 1870. Et c'est en effet à l'occasion de la guerre serbo-turque, donc de 1876, que le CICR se lance dans la voie de la dénonciation publique.
comme le montre cette circulaire envoyée aux comités centraux de secours, c'est-à-dire au sous-comité des Croix-Rouges, en septembre 1876. Ce texte, comme vous le voyez, identifie clairement un coupable, les Turcs, mais il préfigure aussi ce que sera plus tard le mode d'action du CICR pour faire cesser les violations du droit. D'abord, le travail silencieux pour contrer le mal. Je vous cite, « Nous avons travaillé sans relâche, mais sans bruit, à faire cesser ces barbaries. » Puis, la prise de parole officielle quand le mal persiste. La persistance du mal nous oblige à recourir à la publicité. Parallèlement à cet appel, à cette circulaire, le CICR publie une brochure dans laquelle il retranscrit les plaintes qu'il a reçues de la part des belligérants. Et cette pratique de retranscription des plaintes est une pratique qui est récurrente, notamment dans le bulletin international, dans les années 1930. Donc on porte à la connaissance des lecteurs les dénonciations concernant des violations du droit. Et quelquefois, le CICR ajoute son mot ou ses propres commentaires en faveur ou en défaveur de l'un ou l'autre des belligérants. En effet, dans ces documents, le CICR s'exprime avec une liberté de ton que l'on ne trouve plus du tout aujourd'hui et qui peut mener à ce qu'on considérait actuellement comme des dérapages. Et vous avez peut-être pu apercevoir dans l'exposition Guerre et paix un document provenant du CICR, c'est un texte de Moignet sur les Africains et la Croix-Rouge, où les considérations de Moignet sont tout à fait peu orthodoxes, puisqu'il juge les Africains trop sauvages ou barbares pour adhérer à l'œuvre de la Croix-Rouge. Et ce n'est rien en comparaison d'autres propos tenus à l'encontre d'autres peuples ou d'autres religions qui parcourent, qui émaillent tout le discours du CICR pendant en tout cas ces 50 premières années. Et notamment dans la brochure sur la guerre serbo-turque dont je vous ai parlé, le CICR dénonce par exemple la haine invétérée des musulmans pour les chrétiens. Reste que, quelque agressive qu'elle soit, les paroles du CICR des 50 premières années résonnent dans un monde en vase clos. À côté de quelques privés, les interlocuteurs privilégiés du CICR sont le petit cercle des comités centraux des différentes sociétés de la Croix-Rouge. Et il n'est même pas sûr que les paroles du CICR parviennent jusqu'aux oreilles des volontaires, donc vraiment la base de ces Croix-Rouges qui forment bien évidemment la majorité du personnel. Cette élite de la Croix-Rouge, qui est majoritairement chrétienne et occidentale, partage d'ailleurs les vues du CICR sur bien des sujets. Par ailleurs, la publication officielle du CICR, le Bulletin international de la Croix-Rouge, est certainement peu lue, parce qu'il s'agit d'une publication de niche qui n'intéresse qu'un petit public spécialisé, tout comme le sont d'ailleurs les brochures ou les livres que fait paraître Gustave Moignet. Utilisant comme seul vecteur l'écrit, le CICR n'est guère présent dans les journaux de l'époque, à l'exception du Journal de Genève, qui d'ailleurs est l'organe officiel du CICR à l'époque. Et ces propos peuvent très rarement choquer, et donc la polémique reste limitée au landerneau qu'on appellerait rubeus crucicien, c'est-à-dire au landerneau de la Croix-Rouge. Enfin, signalons que n'étant que très rarement présent sur le terrain des conflits, le CICR ne possède que des informations souvent de seconde main, et donc pas du tout inédites. Et comme en plus il ne mène aucune opération humanitaire directe auprès des victimes de la violence armée, et qu'il n'a que des contacts épistolaires avec leurs bourreaux, ses prises de position ne sont jamais menaçantes, ni pour lui-même, ni pour les autres. Dans ces conditions, le CICR n'a aucune raison de se taire. Cette attitude se poursuit durant la Grande Guerre et l'immédiate après-guerre, alors même que les conditions ont radicalement changé. Le CICR, qui est devenu une grande organisation employant des centaines de personnes, a mis le pied d'abord à la lisière du champ de bataille, c'est-à-dire en visitant les camps de prisonniers de guerre, puis quasiment directement sur ce même champ de bataille, en intervenant dans les guerres internationales ou civiles qui constituent la queue de comète de la Première Guerre mondiale. Et donc, il est désormais au contact quotidien des victimes. Ici, parler pourrait nuire doublement à l'institution, comme à ceux et à celles qu'elle secourt. Ce pouvoir de nuisance pourrait même être accentué par la reconnaissance internationale dont jouit désormais le CICR grâce à ses activités pour les victimes de la guerre, et qui provient non plus de certaines élites de la Croix-Rouge, mais bien des populations.
Preuve en est les centaines de milliers de lettres de privés qui sont parvenues au service notamment au service de l'Agence internationale des prisonniers de guerre, qui avait ses quartiers, comme vous le savez, au musée Rack. Et là, vous avez, par exemple, une lettre adressée à Monsieur le Président de la Croix-Rouge de Genève, qui a été écrite par 4 enfants, dont le père est otage civil déporté par les Allemands et qui se retrouvent tout seuls, leur mère étant décédée. Cette aura du CICR va persister après-guerre, notamment grâce au développement de la Genève internationale, dont le CICR est l'un des acteurs. Aussi, en prenant publiquement la parole, le CICR d'après 1914 risquait bien plus que celui d'avant 1914. Pourtant, dès 1915, le CICR adopte une approche directe en publiant notamment les rapports de visite de camp qu'il effectue auprès des prisonniers de guerre. Et cette publication, outre d'informer le grand public, a surtout pour but de lutter contre la propagande nationale qui agite les deux camps. Mieux, le CICR se lance dans une série de protestations ou de dénonciations publiques visant l'un ou l'autre des belligérants, quand ce n'est l'ensemble de ceux-ci. En mai 1915, le CICR élève, je cite, une vive et ferme protestation contre la dissolution du comité central de la Croix-Rouge belge par l'occupant allemand, c'est-à-dire contre la disparition pure et simple de la Croix-Rouge belge. En 1917, il condamne la guerre sous-marine à outrance menée par l'Empire allemand, et en particulier le torpillage des navires hôpitaux. En février 1918, le CICR lance son fameux appel contre les gaz vénéneux, accusant à demi-mot à la fois les Alliés et les Austro-Allemands de vouloir employer massivement ces armes dans un avenir proche. Et donc vous avez notamment l'appel qui figure dans l'exposition. Et puis surtout, à partir de d'octobre 1915, il dénonce l'extermination, et quelquefois il parle aussi d'extermination systématique des populations arméniennes de l'Empire ottoman. Les termes sont forts, et en l'absence du concept de génocide qui, comme vous le savez, sera créé bien plus tard, en 1944, ils expliquent parfaitement ce qu'il en est. La démarche bilatérale que le CICR effectue auprès des responsables turcs, que vous voyez sur votre gauche, est suivie par la publication de la dénonciation dans le bulletin international. Si certains de ces appels ou dénonciations restent sans réponse concrète des accusés, il en est ainsi pour les massacres d'Arméniens commis par les Ottomans, d'autres suscitent des réactions, voire des polémiques. Vous le voyez ici, c'est le cas de l'appel contre les gaz de combat qui, des mots même du CICR, je cite, a eu un grand retentissement et a provoqué des polémiques de presse et des attaques contre lui. Car le CICR s'est vu accusé de faire le jeu de l'ennemi en interdisant à son adversaire des moyens qui faciliteraient une issue rapide du conflit et surtout en sa faveur. Loin d'être ébranlé par de telles attaques, le CICR estime qu'il en ressort grandi, car elle prouve qu'il est vraiment impartial en ne prenant fait et cause pour aucun des partis en guerre. En réalité, si on examine véritablement l'histoire du CICR pendant la guerre de 1914-1918, ce n'a pas vraiment été le cas. Ainsi, à côté des horreurs des actes commis qui méritaient d'être dénoncés par les Turcs, la prise de position en faveur des Arméniens s'explique aussi par le long atavisme hérité en droite ligne. On a vu des prises de position anti-turques de moitié de ses collègues. À cela s'ajoutait une dimension religieuse, qui était des chrétiens tués par des non-chrétiens, mais aussi la présence au sein du comité du CICR, durant la Première Guerre mondiale, d'Édouard Naville, qui était également vice-président de la Fédération des comités suisses des armées des Arméniens et président du comité exécutif de la Ligue internationale philo-arménienne. Donc, on voit que cette prise de position était peut-être un peu biaisée aussi. De même, si l'Allemagne impériale mérite amplement de se retrouver sous le feu des critiques, notamment pour le torpillage des navires hôpitaux, il n'en demeure pas moins que le cœur du CICR en 1914-1918 bat et penche véritablement pour les Alliés. On peut trouver ainsi dans le bulletin international, qui, je le rappelle, est rédigé par le CICR, de nombreuses allusions anti-allemandes ou anti-empires centraux. Donc la dénonciation n'est pas neutre. Dans l'entre-deux-guerres, le CICR continue de dénoncer, et rapport publié à l'appui,
des situations humanitaires tragiques, comme celle par exemple des populations chrétiennes du Pont-Euxin, à nouveau exterminées par les autorités turques cette fois-ci, ou des prisonniers en Pologne. Si ces publications suscitent quelquefois l'émotion des parties visées, l'institution parvient toutefois à maintenir le dialogue avec elles et à poursuivre donc ses activités sur le terrain. Ainsi, jusqu'à la fin des années 30, les questions de discrétion, plutôt à la fin des années 20, les questions de discrétion et de confidentialité ne sont toujours pas à l'ordre du jour du CICR, qui garde son entière liberté de dire et de publier ce qu'il veut. Dès les années 30, la situation se modifie radicalement. Cette transformation coïncide avec deux changements importants. Le premier touche de près le CICR. La mort de Gustave Ador en 1928 met fin à un monopole genevois sur la présidence du CICR. Depuis 1923, l'institution s'est certes ouverte à son proche étranger, c'est-à-dire en invitant quelques Suisses d'autres cantons à intégrer le comité, mais ces Suisses restent encore largement minoritaires par rapport aux membres qui sont originaires du bout du lac. Toutefois, la nomination du Zurichois Max Huber en remplacement d'Ador en 1928 change l'esprit général du CICR. Donc vous avez bien évidemment Ador sur votre gauche et Huber sur votre droite. Réservé, précautionneux, formaliste, Huber détonne avec son prédécesseur qui lui était beaucoup plus audacieux dans sa politique. Par ailleurs, à côté de ses fonctions au CICR, Huber demeure le juriste consulte officieux de la Confédération. Dans les faits, donc, à côté de ses responsabilités dans le comité, Huber endosse également des responsabilités helvétiques. Et ce double poids l'entraîne à être beaucoup plus prudent, discret, comme on dira plus tard, sur ce que le CICR peut dire ou non, ou également sur ce que le CICR peut faire ou non. Notons qu'Ador lui-même avait endossé de très hautes responsabilités confédérales, comme vous le savez, mais visiblement, il avait toujours fait passer le CICR, les intérêts du CICR, avant ceux de Berne. Il faut aussi ajouter que sous la présidence de Huber, le CICR est parasité de l'intérieur par la politique fédérale, avec la présence dans ses rangs de conseillers fédéraux en activité. D'abord Giuseppe Motta en haut, et puis plus tard, au décès de Giuseppe Motta, Philippe Etter. Dans les décisions que prend désormais le CICR, ce ne sont donc plus les seuls intérêts humanitaires qui priment, mais ceux-ci sont mélangés à des considérations de politique nationale. Et cette philosophie est endossée par Max Huber, qui va également imprégner durablement l'institution, également dans sa façon de communiquer. Et ça, c'était le premier facteur qui explique ce changement. Le second facteur est un facteur d'origine externe, puisque parallèlement à l'arrivée d'Huber à la tête du CICR, on assiste à la diffusion de doctrines totalitaires en Europe. Le fascisme, le nazisme, le franquisme, le rexisme, le salazarisme à l'ouest viennent tenir compagnie au communisme et au légionnarisme à l'est. Ces totalitarismes modifient complètement aussi la façon de faire la guerre. L'ambition n'est désormais plus uniquement de vaincre l'ennemi, mais de le détruire. Et pour le détruire, tous les moyens sont bons. La guerre d'Éthiopie est un bon exemple de cette radicalisation de la violence armée. Chaque partie au conflit commet des atrocités. Toutefois, forte d'une bien meilleure technologie militaire, l'Italie emploie massivement les gaz asphyxiants et le CICR constate de visu cette utilisation. Si le contenu des rapports du CICR, et vous en avez d'ailleurs un dans l'exposition, sera transmis aux autorités italiennes, en revanche, l'institution refuse de les partager avec la Société des Nations qui souhaite mener une enquête. Et cette affaire va servir de précédent dans la politique de confidentialité du CICR. Car l'argumentaire que le CICR oppose à la Société des Nations va poser justement les bases de cette confidentialité. Celle-ci se décline en deux grands arguments. Tout d'abord, le rôle d'intermédiaire neutre impose au CICR d'observer une très grande réserve en ne communiquant pas à des parties tierces les renseignements qui lui sont parvenus de ses propres délégués. Et deuxièmement, pour pouvoir mener à bien ses activités humanitaires, il doit, et je cite, scrupuleusement s'en tenir à une ligne de conduite qui lui permette de conserver des rapports confiants avec les parties au conflit, et cela même dans des cas où les conventions de Genève ne seraient pas juridiquement applicables.
On trouve ainsi dès 1936 deux des piliers de la politique de confidentialité du CICR, la non-publicité des informations en sa possession et le dialogue bilatéral et confidentiel avec les parties au conflit, ces deux points ayant pour objectif, bien évidemment, d'intervenir au mieux pour les victimes de la guerre. Aussi n'est-il pas étonnant que les premiers engagements de discrétion que doivent signer les collaboratrices et les collaborateurs du CICR datent de cette époque. Et c'est en effet avec la guerre d'Espagne, donc 1936-1939, qui voit un recrutement important de délégués, donc des personnes qui vont partir sur le terrain, que sont signées les premières conventions, c'est-à-dire les premiers contrats de travail au CICR. Et le devoir de discrétion est désormais clairement stipulé, interdisant aux délégués de parler sans en avoir reçu l'autorisation expresse du CICR, comme vous pouvez le voir sur ce contrat de travail. Cette interdiction de parler, qui touche d'abord les délégués sur le terrain, est ensuite élargie au personnel du siège, et notamment les collaborateurs et les collaboratrices de l'Agence centrale des prisonniers de guerre, qui mobilise des centaines de personnes. À partir de 1945, que vous voyez sur votre gauche, ils et elles doivent également signer un engagement écrit de discrétion. En fait, on estime que jusqu'à présent, cet engagement était uniquement oral. Des mesures disciplinaires peuvent être prises en cas de violation de cet engagement. On franchit un pas supplémentaire à partir des années 1950, comme vous voyez sur votre droite, avec tout d'abord le fait que c'est la personne elle-même qui s'engage, et donc elle n'obéit plus à un ordre, elle s'engage personnellement. Et puis surtout, vous voyez que la discrétion est désormais assimilée au secret professionnel. Puis un autre pilier est franchi avec l'extension de cet engagement de discrétion à la fin des rapports après la fin des rapports de travail, soit en fait jusque dans la tombe. Donc, voilà, on est discret au CICR jusque dans la tombe. Et dans les archives, je n'ai pas trouvé de document qui porterait sur l'au-delà. Cette discrétion doit également s'adapter à la technologie, car à côté de la parole et de l'écrit, de nouveaux moyens ou supports de communication ont vu le jour et sont utilisés par le CICR, donc la presse et la radio notamment, et le cinéma. Ainsi, on va trouver à côté de l'engagement traditionnel des suppléments spécifiques, comme ici ces prescriptions qui sont destinées à des collaborateurs du CICR qui seront envoyés au Nigeria pendant la guerre civile des années 1960. Donc tout le matériel qu'ils pourront produire ou recevoir, que ce soit un matériel filmé, photo ou enregistrement, est possession du CICR. Et vous voyez que dans ce cas précis, le CICR a spécifié la sanction en cas de violation, c'est-à-dire une amende salée, 50 000 francs, qui représenterait aujourd'hui à peu près 150 000 francs. Et la somme s'explique certainement par le fait que, du fait de la grande médiatisation de ce conflit du Nigeria-Biafra, l'information qu'aurait obtenue le CICR et qui aurait pu être transmise à des tiers aurait pu rapporter gros aux fraudeurs. Quant aux membres du comité, c'est-à-dire la plus haute instance du CICR, ce n'est qu'avec l'adoption du règlement intérieur de 1958 que le comité, qu'ils sont eux aussi soumis à un devoir de totale discrétion sur les affaires présentant un caractère confidentiel. Et comme pour le petit personnel de l'institution, ce devoir ne s'éteint pas après la fin de leur collaboration au CICR. Alors, cette mise sous tutelle de la parole a-t-elle empêché le CICR de prendre publiquement des positions comme il l'avait fait durant la Première Guerre mondiale? Non et oui. Non, car l'institution a continué dans une tradition désormais établie à publier dans sa revue des extraits, soit de ses rapports de visite dans les camps de prisonniers, et puis surtout des extraits ou des appels adressés directement aux belligérants sur le respect du droit et des principes d'humanité. Ainsi, en mars 1940, je cite, « Profondément ému par les événements de l'époque actuelle et préoccupé des souffrances nouvelles qui peuvent encore frapper l'humanité, le CICR rappelle l'interdiction des bombardements contre les objectifs civils. » En mai 1940, je recite, « Estimant que la voix de la Croix-Rouge, et cette fois publiquement, doit se faire entendre, il réitère cet appel en commandant aux États d'épargner ceux qui ne participent pas au combat. » Et ce second appel donne même lieu à un communiqué de presse.
Et enfin, le 24 juillet 1943, et retenez bien cette date, 24 juillet 1943, il adjure les puissances belligérantes, je cite, de respecter le droit naturel qu'a l'homme d'être traité selon la justice, sans arbitraire et sans lui imputer la responsabilité d'actes qu'il n'a pas commis. Il prie également les puissances de ne pas recourir à des actes de destruction injustifiés, ni surtout à des méthodes de guerre délétères proscrites par le droit international. Et cet appel est aussi communiqué à la presse. Donc on le voit, le CICR a pris la parole et quelquefois, pour attirer l'attention sur la gravité de la situation, il a même insisté sur le caractère exceptionnel de cette prise de position publique. En revanche, les termes utilisés dans ces appels sont bien plus nuancés et pesés que ceux qui figuraient dans les appels de la Première Guerre mondiale. Et par exemple, vous ne trouverez jamais le terme de protestation. On sent ici peser tout le poids du juriste Max Huber. Et puis par ailleurs, la présence en toile de fond de la Suisse a aussi des conséquences sur la prise de parole du CICR ou sur ses silences. Et le plus fameux de ces silences est bien évidemment lié à ce fameux non-appel d'octobre 1942 qui a fait couler beaucoup d'encre et dont vous avez une des copies en bas dans l'exposition. Alors ce non-appel de 1942 mérite qu'on lui porte une petite attention. L'affaire se résume comme suit. Après les échecs des appels de 1940, notamment celui de mars et de mai, le CICR s'interroge de nouveau à l'été 1942, c'est-à-dire au moment où les armées allemandes arrivent vers Stalingrad, sur la nécessité de lancer un nouvel appel au respect du droit des gens. Face au développement des hostilités et puis surtout face à l'emploi de mesures de représailles, le CICR estime devoir exprimer son inquiétude au gouvernement en guerre sur différents points. À cet effet, il écrit un projet d'appel qui liste quatre grands sujets d'inquiétude, comme vous pouvez voir: la guerre aérienne, la guerre économique, les mesures de contrainte, c'est-à-dire l'emprisonnement, les déportations et les prises d'otages contre certaines catégories de civils, et les prisonniers de guerre non protégés conventionnellement. Sous la rubrique des mesures de contrainte, il faut souligner que cet appel reste excessivement vague et ne mentionne pas explicitement les déportations de juifs, contrairement à ce qui peut être dit ou écrit postérieurement. Même si, bien évidemment, ces déportations de populations juives sont dans tous les esprits. De ce fait, le but final de l'appel est que tous les civils soumis à des mesures de contrainte bénéficient des mêmes dispositions et droits que les prisonniers de guerre. De manière générale, à nouveau, les termes de l'appel sont très pondérés et il ne s'agit donc pas d'une dénonciation stricto sensu. Aucun État n'est ciblé nommément, mais chacun sait que la guerre aérienne et le blocus économique visent les Alliés, que les mesures de contrainte visent les Allemands et les PG non protégés conventionnellement, les Allemands, les Soviétiques et les Japonais qui ne respectent pas la Convention de 1929. La majorité des membres du CICR approuve l'envoi de ce texte et il faut une réunion du comité, une réunion extraordinaire du comité le 14 octobre 1942 pour que cette initiative soit abandonnée au profit des démarches bilatérales et individuelles auprès des belligérants. Et la présence inhabituelle de Philippe Etter, président de la Confédération, et c'est la deuxième fois qu'il vient au CICR, la première fois c'est au moment où il a été nommé, et surtout une volonté de torpillage, selon les mots de certains membres de l'administration fédérale qui n'approuvent pas du tout l'envoi d'un tel appel qui pourrait fâcher tout le monde, vont aboutir à ce que certains membres de cette administration ont intitulé l'enterrement de première classe de cet appel du 14 octobre 1942. Le CICR donc se serait plié aux intérêts de la Suisse ou des membres suisses, comprendre non genevois du comité, qui, à une exception près, votent contre l'appel. Tous les Suisses votent contre l'appel, tous les genevois votent pour l'appel, et le seul membre suisse qui vote pour l'appel, c'est Martin Bonner. Et il y a aussi un membre genevois qui est un peu traître, qui vote contre l'appel, c'est Jacques Chenevière. Mais finalement, ce n'est que partie remise, puisque ce non-appel sera finalement publié. Et sous une forme tout à fait différente et surtout très, très édulcorée.
Il s'agit de ce fameux appel du 24 juillet 1943 que j'ai mentionné précédemment et qui fait mention au droit naturel. Et si vous lisez les procès-verbaux du CICR, il apparaît clairement que l'appel de juillet 1943 est le successeur d'un appel d'octobre 1942. Car les discussions à l'interne montrent qu'on parle des mêmes problématiques, y compris la question des otages et la question des déportations. Et les membres du CICR eux-mêmes mentionnent cette filiation directe. Donc ce n'est que partie remise, mais bien évidemment les termes sont beaucoup moins flous. Il n'en demeure pas moins que pour faire passer ces messages, le CICR utilise maintenant la manière qui va être traditionnellement la sienne, c'est-à-dire le contact direct, confidentiel et bilatéral avec les belligérants. Et c'est dans ce cadre que vont s'effectuer en particulier des dizaines de démarches concernant la question de mesures de contrainte à l'encontre des juifs et des non-juifs, pour reprendre les termes de mon appel, mais aussi les dénonciations, cette fois-ci au sens accusateur du terme, concernant les déportations et la situation des populations juives. Et les premiers à le faire seront les délégués du CICR sur le terrain qui sont, eux, en contact direct des victimes et qui sont même parfois témoins des déportations. Et en fait, faisant fi de leur devoir de neutralité, donc là vous voyez un petit peu les quelques délégués sur le terrain qui vont protester contre les déportations, et donc faisant fi de leur devoir de neutralité, ces délégués peuvent quelquefois interpeller directement les responsables, souvent en des termes très crus et quelquefois au risque de se voir à leur tour menacés. Vous voyez ici l'utilisation du terme protestation. Le cadre de confidentialité et discrétion a donc été posé dès la seconde moitié des années 30 et s'est trouvé conforté durant et juste après la Seconde Guerre mondiale. Alors même que le contexte d'après 1945 diffère totalement de celui d'après-guerre. La discrétion devient désormais la marque de fabrique du CICR. La consolidation de ce principe, on pourrait même parler de philosophie, trouve leur origine dans l'évolution même de l'institution à nouveau et dans son environnement de travail. Au sein du CICR, il est indéniable que le poids de la présidence de Max Huber a persisté bien après le départ de l'intéressé en 1948. Et peu de monde était enclin à mettre en doute son action et surtout les principes qu'il avait instillés au CICR, ceux de la réserve, ceux de la prudence, du juridisme et de la discrétion. Et d'ailleurs, cette dernière discrétion n'avait pas du tout semblé néfaste pour l'institution, car ses silences, comme d'ailleurs ses paroles, ne lui avaient pas causé de grands dommages opérationnels, économiques ou moraux. Et les choses allaient pourtant rapidement changer avec l'émergence des premières critiques dès la fin de 1945 sur la question des déportations, plus généralement sur la question du silence public du CICR face au génocide juif. Par ailleurs, le contexte international se prêtait toujours, et peut-être même plus que jamais, à la confidentialité, avec l'émergence d'un monde bipolaire marqué par deux idéologies adverses qui s'affrontaient en conflit interposé. Et puis, parallèlement à la fin du conflit mondial, cette fin coïncidait avec l'émergence de nouveaux conflits, les guerres de libération nationale, d'une violence souvent extrême et qui donnait aussi lieu de la part des insurgés à une véhémente rhétorique anticoloniale, anti-occidentale même, et toujours nationaliste et identitaire. Et quand il ne s'agissait pas de chasser un occupant étranger, ils cherchaient à renverser le pouvoir en place, donc également une pléthore de guerres civiles, de troubles ou d'autres situations de conflit comme on les appellerait aujourd'hui. Bref, quel que soit le type de conflit dans lequel le CICR intervenait, il s'agissait donc d'éviter à tout prix que les dires ou les renseignements en sa possession sur l'un ou l'autre des camps ne servent les intérêts de l'autre. D'où l'extension maximale de la politique de distraction, une extension telle que, comme on l'avait vu dans le rapport Tansley, la considéra comme une politique du secret. Pour le CICR, en revanche, sa politique de confidentialité faisait sa force. Et quelqu'un dira dans les années 60, si on a confiance dans l'institution, c'est parce qu'elle se tait. Il faut noter aussi que la fin, et surtout la toute fin de la Deuxième Guerre mondiale, coïncide avec la mise en place d'un vrai service de presse et d'information au CICR, un service qui a pris une ampleur considérable. Et donc on se retrouve à la fois face à un CICR qui tente de réfréner sa parole,
mais également qui est obligé de communiquer, notamment pour des questions de mobilisation des ressources, notamment ressources financières, et surtout en utilisant tous les médias à sa disposition, c'est-à-dire non seulement la presse, mais également la radio ou le cinéma. Donc c'est une situation pour le moins confuse, et on parlerait en psychiatrie de troubles dissociatifs de l'identité, aura pour conséquence l'emploi massif désormais de la langue de bois au CICR dans la communication publique. Et vous la retrouvez encore aujourd'hui. Voilà, pour aller un peu plus rapidement, quand on décide de ne pas parler publiquement, ce qui est la décision prise à partir des années 30, il faut en quelque sorte, et c'est la pièce, la contrepartie, on doit en expliquer le pourquoi. Et c'est ce que fait le CICR, et c'est ce que va faire le CICR dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, notamment dans ce rapport qui est publié en 1948. Et d'ailleurs, il va être lui-même conscient que le grand problème qui désormais se pose au CICR, c'est celui de savoir s'il doit protester publiquement au vu d'informations relativement sûres quant à des violations graves du droit international ou des principes d'humanité. Et en fait, le CICR va renoncer à ces protestations publiques pour trois raisons que je vous cite brièvement. Tout d'abord, parce que toute protestation équivaut à un jugement et que nul ne saurait porter un jugement impartial s'il n'a pu se former une conviction en pleine connaissance de cause. Également parce que la partie qui va être mise en cause souvent soit va tenir le pays dans son pays propre dans l'ignorance de cette protestation, soit au contraire va essayer de l'édulcorer. En revanche, la partie adverse va l'utiliser à des fins de politique, et donc à des fins d'instrumentalisation. Et puis enfin, parce que le CICR est convaincu que de telles protestations vont rester stériles et que surtout elles vont rendre beaucoup plus difficile ce dialogue confidentiel et bilatéral avec les États et quelquefois même au risque que le CICR sacrifie son activité dans un pays pour une simple manifestation à propos d'un principe juridique d'ailleurs qui est violé par d'autres États aussi. Donc à côté de la politique bilatérale vont être énoncées ici d'autres caractéristiques qui vont mener la politique de confidentialité du CICR, c'est-à-dire le contrôle de la véracité de l'information, le risque de politisation et d'instrumentalisation d'informations, et surtout l'accès direct aux victimes. Et on va retrouver tous ces points dans la doctrine actuelle sur l'approche confidentielle du CICR. Et là, on fait une petite excursion dans le présent. D'ailleurs, cette politique qu'on appelle politique 58 chez nous pose comme élément principal l'accès aux victimes. Et donc, l'accès aux victimes est la raison principale de la politique de confidentialité du CICR. Parce que, grâce à cette politique de confidentialité, le CICR a accès aux autorités qui ont le contrôle sur les victimes. Et si vous n'avez pas l'autorisation des autorités, aucun travail humanitaire ne peut se faire pour ces victimes. Le deuxième point de cette doctrine, c'est que l'approche confidentielle sert aussi à renforcer l'engagement de neutralité politique du CICR et donc, justement, en ne prenant pas parti publiquement pour l'un ou l'autre des belligérants, en fait, on évite ce risque de politisation et d'instrumentalisation des informations à disposition du CICR. Donc, on fait face à cette crainte que le CICR avait déjà en 1948. En revanche, la notion d'authentification de l'information n'a plus cours dans la doctrine 58, tout simplement parce que le CICR est aujourd'hui présent sur le terrain, donc les informations qu'il reçoit sont des informations de première main, et quelquefois il peut en vérifier directement l'authenticité. L'argument supplémentaire qu'on n'avait pas imaginé et qui figure dans la doctrine 58, c'est le fait que aujourd'hui, cette politique de discrétion est reconnue comme un droit inhérent à l'institution. Et cette reconnaissance est le fait de la communauté internationale et elle a même reçu une protection juridique. En effet, en 1999, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a reconnu au CICR un droit absolu de non-divulgation d'informations relatives à ses activités. En d'autres termes, le tribunal a estimé que dans le cas d'une procédure judiciaire,
dans lequel le CICR pourrait être amené à témoigner, ou dans le cas où on demanderait au CICR de témoigner, le CICR garde le droit absolu de ne pas divulguer une information en sa possession s'il estime que cela pourrait nuire à l'accomplissement de son mandat. Et cette décision de 1999 a été ensuite consacrée par d'autres juridictions permanentes. Je vous parle de cette doctrine sur la confidentialité. J'ai oublié de vous dire qu'elle est très récente au CICR, puisqu'elle date de 2012 uniquement, et que les premières réflexions pour cette doctrine datent du milieu des années 1990. En d'autres termes, avant que ce principe de base, et c'est l'idée d'une doctrine de pousser des principes de base sur lesquels s'appuie toute la politique de confidentialité, n'ait été clairement mise sur le papier, l'institution a pendant des décennies utilisé une méthode de travail, donc la discrétion, la confidentialité, qui ne reposait d'abord que sur des précédents, qui, à force de se répéter, sont devenus une coutume interne, qui ensuite est devenue une coutume internationale, et d'ailleurs le tribunal pour l'ex-Yougoslavie base son jugement sur le droit coutumier international. Et bon, il a fallu attendre 1999 et la doctrine 58 pour qu'en fait l'approche confidentielle trouve effectivement une base légale à l'externe comme à l'interne. Il a aussi fallu attendre deux événements importants qui sont le génocide au Rwanda et surtout la prise de parole du chef de délégation du CICR à l'époque du génocide au Rwanda, qui a parlé publiquement et continuellement à la radio sur ce qu'il voyait, puisqu'il y avait un génocide qui se déroulait sous ses yeux. Et puis, plus tard, un second massacre en Europe, cette fois en juillet 1995, en présence aussi du CICR, c'est le fameux massacre de Srebrenica, pour que la réflexion qui était née en interne sur la confidentialité et ses limites, véritablement débutent et finalement aboutissent à des principes clairs que nous utilisons encore aujourd'hui. Le dernier point que je vais aborder avec vous, parce que j'étais déjà trop long, c'est la question de la rupture de cette confidentialité. Car depuis 1945 et surtout depuis les années 70, il est arrivé que l'approche confidentielle du CICR sur un dossier particulier soit rompue, volontairement ou involontairement, par lui ou par d'autres. Et je vais juste mentionner brièvement quelques cas de rupture pour justement les illustrer. Vous avez peut-être remarqué, toujours dans les vitrines de l'exposition, un rapport de visite sur les prisonniers de guerre pendant la guerre d'Algérie. Guerre qui a été, comme vous le savez, marquée par un usage commun de la torture. Le 5 janvier 1960, à la suite d'une fuite organisée au sein du gouvernement français, le quotidien Le Monde publiait de larges extraits de rapports de visite du CICR faits en Algérie. Des documents qui étaient pourtant confidentiellement remis aux autorités françaises dans le cadre de ce fameux dialogue bilatéral. Certains de ces documents rapportaient des cas avérés de torture sur les détenus algériens. Donc, des médecins du CICR avaient constaté les traces laissées par ces tortures. Si la nouvelle n'avait rien en soi de nouveau, en fait, puisque la torture était en tout cas connue d'une partie de l'opinion publique depuis quelques années déjà, et vous connaissez certainement ce fameux ouvrage de Haleg sur la torture, un ouvrage paru en 1958 déjà. Le fait que ces tortures soient rapportées par le CICR, institution neutre, lui donnait véritablement un crédit et donc une véracité. Ce n'était plus juste des allusions d'ennemis du régime français, c'était véritablement constaté par un observateur neutre. À la suite de ces fuites, donc, le CICR a fait valoir sa bonne foi auprès des autorités françaises, qui d'ailleurs ne l'avaient jamais soupçonné. Et puis il a aussi publié un communiqué de presse où il rappelait ses modalités d'action, et notamment ce dialogue bilatéral avec les autorités, et le fait qu'il ne publiait jamais, il aurait fallu dire qu'il ne publiait plus, les rapports de visite établis par ses délégués. Puis le CICR a arrêté ici. Et bien que le CICR n'ait aucune responsabilité dans la divulgation des documents au monde, en fait, les autorités françaises vont le punir en lui interdisant pendant une année entière de recommencer ses visites en Algérie. Donc toute l'année 60, le CICR ne pourra pas visiter en Algérie, il pourra recommencer ses visites en 61 uniquement.
Et on a longtemps cru que cette interdiction de visite était directement liée à cette affaire du Monde. Donc, même si le CICR n'était pas coupable, là, il y avait peut-être un doute qui subsistait. En fait, cette interdiction de visite est liée à une autre affaire, liée à un autre quotidien, la Tribune de Genève. En février 1960, donc un mois après la divulgation des documents du CICR dans le quotidien français, la présidence du CICR reçoit à Genève la visite de Maître Vergès, Maître Courrégé et Maître Zavrier, donc 3 avocats français. Ces 3 avocats sont particulièrement impliqués, comme vous le savez, dans la défense des plaignants algériens, notamment dans la question des disparitions, mais également dans la question des terroristes, je mets ça entre guillemets, du FLN, qui ont été capturés par l'armée française. Et ces avocats sont venus se placer, je cite, sous la protection du CICR à la suite de la modification du Code de procédure pénale français qui, selon eux, compromet à la fois la liberté individuelle des plaideurs et les droits de la défense. Lors de l'entretien qu'ils ont avec le CICR, le CICR leur rappelle les règles de discrétion qui doivent présider à toute discussion avec l'institution. Et je cite, Maître Vergès, porte-parole de la députation, a pris des engagements très nets à cet égard. Toutefois, quelques jours après cette rencontre, la Tribune de Genève publie de larges éléments de l'entretien qu'ont eu les 3 avocats avec le CICR. Ainsi, les assurances qui avaient été données par Maître Vergès de discrétion n'ont pas été respectées. Tout cela va bien évidemment provoquer une très vive réaction des autorités françaises, à commencer par l'ambassadeur de France à Berlin. Et elle souhaite en particulier que le CICR publie un communiqué de presse stigmatisant les procédés démagogiques des avocats. Ce à quoi le CICR va répondre, et je cite, qu'il ne peut empêcher les victimes de crier leur indignation, ce qui ne va pas faciliter les choses. Le gouvernement français va aussi s'étonner que devant l'absence de réaction du CICR face à cette publication dans la Tribune, ce à quoi le CICR répondra que finalement cette absence de réaction découle également d'absence de réaction des autorités françaises face à la divulgation des rapports du CICR dans le monde. En fait, tout cela va avoir lieu dans un entretien qui, si on lit le compte-rendu du CICR, il est assez drôle puisqu'il dit « Cet entretien a manqué quelque peu de cordialité ». Donc vous imaginez le ton de la discussion. Et en fait, c'est à la suite de cet entretien que le CICR va être puni par les autorités françaises puisque les rapports entre les 2 entités vont se dégrader. Et voilà, et donc le CICR va être interdit de visite. Et puis aussi à la suite de cet incident, le CICR va informer, je cite, en des termes forts mais modérés, les 3 avocats français qui ne peuvent plus les recevoir. La fuite du Monde, c'est le premier précédent de divulgation non autorisée de documents du CICR, mais ils vont être, à partir de ce moment-là, il va y avoir une continuité dans ces procédés. Et puis, je vais vous citer quelques cas. En 68, le gouvernement grec va faire paraître, le gouvernement grec qui vit sous la dictature des colonels va faire paraître des rapports du CICR sur des visites qui lui ont été remis confidentiellement et qui ont été totalement expurgés de tout ce qui va mal durant ces visites. Et le gouvernement grec aura aussi le culot de demander au CICR le nom des gens qui se sont plaints officiellement pour punir les tortionnaires. Voilà. Bien évidemment, le CICR ne va pas donner ses noms et puis il va surtout demander au gouvernement grec de publier intégralement les rapports de visite et donc de les remettre également à la presse nationale et internationale. Et lui, le CICR, Sponte Sue, va aussi décider de remettre ses propres rapports à la presse sur demande. Et cet épisode grec fait office d'un précédent, et désormais, en cas de publication expurgée ou partielle de rapports du CICR ou d'extraits de rapports du CICR, la politique de l'institution est donc d'essayer d'obtenir soit la publication intégrale des documents par le fauteur, sinon de mettre lui-même à disposition ces documents à disposition du public. Et donc ce cas, c'est notamment produit en 1980
lorsque le nouveau régime iranien a publié des rapports de visite faits sous le régime du Shah, mais de nouveau aussi en les expurgeant, mais cette fois en montrant tout ce qui n'allait pas bien dans les prisons du Shah. Et vous le savez aussi plus récemment, la publication, notamment par le Wall Street Journal, des rapports du CICR sur Abu Ghraib, la tristement célèbre prison en Irak. Voilà pour quelques cas de rupture involontaire de la politique de confidentialité. Qu'en est-il maintenant quand le CICR décide lui-même de rompre volontairement cette politique du silence et de parler publiquement, voire même de dénoncer? Il faut d'abord noter que depuis la fin des années 70, ce genre de situation existe, même s'il n'est pas fréquent. La rupture volontaire de confidentialité est réglée à nouveau par une doctrine qui existe depuis 1980 et elle s'intitule « Les démarches du CICR en cas de violation du droit international humanitaire ou d'autres règles fondamentales qui protègent la personne humaine en situation de violence ». Et vous comprenez pourquoi on utilise plutôt des chiffres chez nous que le terme entier de la doctrine. Mais avant cette doctrine 15 de 1981, dont je vais vous expliquer les tenants un peu plus tard, le CICR avait déjà rompu cette confidentialité, notamment à partir de 79 et en dénonçant en mars 1979 les violations des règles humanitaires acceptées par toutes les nations dans le cadre du conflit Rhodésie-Zimbabwe. Et le président d'alors du CICR, Alexandre Hay, avait motivé cette rupture du silence de la façon suivante. Nous avons d'engagement qu'envers ceux qui souffrent, et non envers ceux qui causent les souffrances. Nous avons été longtemps témoins des deux côtés des violations systématiques des règles humanitaires. Ces violations ont atteint un degré tel que le CICR estime aujourd'hui ne plus pouvoir garder le silence. Donc ça a été la motivation principale. On peut se demander aussi si le rapport Tunsley, que je vous ai mentionné avant, qui était paru quelques années auparavant, a aussi, et qui mentionnait la politique du secret, a aussi un petit peu influé la décision prise par le CICR. Il est certain en revanche que l'assassinat ciblé de 3 collaborateurs du CICR en Rhodésie en mai 1978 a été entré en considération dans cette prise de parole publique. Et c'est aussi à l'occasion du conflit rhodésien que le CICR va mettre en pratique ce qui figure plus tard dans la doctrine 15, c'est-à-dire une approche par étapes. En fait, pour faire cesser les violations du droit international humanitaire qu'auraient constaté des délégués du CICR ou qui auraient été établis de sources sûres et vérifiables, le CICR, la première étape, c'est qu'il utilise sa politique privilégiée, c'est-à-dire la discussion bilatérale et confidentielle avec ceux qui sont responsables de ces violations. Cette discussion, elle est essentielle et nécessaire, tout d'abord parce qu'elle évite la politisation du problème et donc un raidissement de l'attitude des fauteurs de troubles. Un raidissement qui pourrait aussi avoir des conséquences néfastes sur les activités du CICR sur le terrain, donc sur la sécurité du CICR sur le terrain. Et puis aussi, elle est dans la philosophie du CICR, une philosophie héritée du 19e siècle, où, peut-être à tort ou à raison, vous le jugerez vous-même, on imagine que ce dialogue bilatéral, c'est aussi une confiance en la parole donnée, et puis surtout aussi une confiance dans le progrès humain, c'est-à-dire dans la possibilité d'aller toujours plus loin dans la civilisation ou dans le droit, progrès qui affecte bien évidemment la nature humaine. Toutefois, sa longue expérience a fait que le CICR a souvent constaté que le dialogue bilatéral et confidentiel ne suffisait pas. Donc il a décidé d'établir d'autres façons d'arriver à ses fins. Et donc la deuxième démarche, si le dialogue avec les fauteurs de troubles ou avec les personnes responsables de violations du droit ne marche pas, le CICR utilise ce qu'il appelle la mobilisation humanitaire, c'est-à-dire qu'il va partager ces informations confidentielles avec des tiers parties, que ce soit des États, que ce soit des personnalités, que ce soit des organisations internationales, dont on pense qu'elles vont pouvoir avoir un impact bienfaisant sur l'État qui viole le droit.
On l'a fait depuis 1976 et justement en mettant, dans le conflit Rhodésie-Zimbabwe, en mettant des États dits en première ligne au courant des difficultés que le CICR rencontrait. Cette mobilisation reste confidentielle, comme vous le voyez, et elle permet aussi, toujours dans une nature optimiste, de continuer le débat bilatéral et confidentiel, mais surtout elle permet aussi d'éviter que le silence du CICR, c'est-à-dire le fait qu'il reste cantonné à un débat confidentiel et bilatéral, puisse un jour être interprété comme le signe que tout va bien et donc lui être reproché. Et puis donc, si ça ne marche pas, cette politique ne marche pas, on va passer à une déclaration publique sur le fait que la politique ou le dialogue bilatéral est insuffisant. Cette fois, c'est une démarche publique. Et au cas où cette troisième démarche ne marche pas, on va finalement passer à la dénonciation publique. Depuis la fin des années 70, il y a eu plusieurs dénonciations publiques du CICR. Vous en avez eu 3 à l'occasion de la guerre Iran-Irak, sur les violations commises par les deux parties concernant le droit humanitaire. En 1992, le CICR a dénoncé les violations commises à l'encontre de la 4e convention par le gouvernement israélien, après que toutes les démarches toutes les mobilisations humanitaires et toutes les démarches aient été épuisées. La même année, il a dénoncé les arrestations et les traitements, les traitements inhumains de détenus durant la guerre en Bosnie-Herzégovine. En 1994, il a dénoncé le génocide au Rwanda. Et enfin, en 2004 et 2007, il a dénoncé à la fois l'illégalité du mur construit sur les territoires occupés, et puis les violations répétées et majeures du droit humanitaire par le gouvernement du Myanmar. Voilà. On peut être oublié une ou deux autres. Vous voyez, ça reste quand même très peu par rapport à la politique bilatérale ou aux appels plus généraux. Il faut bien comprendre que la dénonciation publique que le CICR peut donner à certaines violations, elle doit toujours être prise dans l'intérêt des victimes, soit l'intérêt des victimes prime. Et en dénonçant publiquement, le CICR met en jeu cet intérêt des victimes. Parce que, et bien évidemment, la partie adverse peut prendre ombrage d'une dénonciation publique et peut obliger le CICR à partir, donc à quitter, à abandonner ses activités humanitaires, donc à abandonner les victimes. Et vous le savez aussi bien que moi, on sait quand on rentre dans un conflit armé, mais si on en sort, si on en part à cause d'une dénonciation publique, on ne sait jamais quand on va pouvoir retourner dans ce même conflit armé. Et c'est d'ailleurs l'expérience qu'avait fait le CICR en 1915 avec cette dénonciation du génocide arménien. En fait, au moment où d'autres institutions vont lui demander d'intervenir directement sur le terrain, et notamment pour aller aider des enfants qui sont mis dans des villes, soi-disant pour les protéger, mais surtout pour les exterminer, le CICR va être bien embêté de répondre favorablement à ces demandes pressantes d'intervention directe sur le terrain, tout simplement parce qu'il sait que sa dénonciation publique du gouvernement ottoman lui a complètement fermé les portes et donc il ne peut plus obtenir d'autorisation sur le terrain. Un deuxième facteur permet d'expliquer ce changement en matière de discrétion, c'est le fait que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comme je vous l'ai dit, le CICR n'est plus forcément impliqué uniquement dans des conflits internationaux. Et en fait, dans les conflits internationaux, puisque le CICR est mandaté grâce aux conventions de Genève par le droit international, donc par les États partis à ces conventions, il a en quelque sorte, il est comptable par rapport à ces mêmes États, et donc il aurait même un devoir de dire ce qui se passe, et surtout comme ça se passe mal. Et ce n'est pas du tout le cas dans l'autre catégorie de conflits, qui sont les conflits civils, ou les situations de troubles intérieurs, ou d'autres situations de violence, comme on l'appelle aujourd'hui, où en fait le travail sur le terrain du CICR se fait au bon vouloir uniquement des parties en présence. Il n'y a pas de mandat international donné par le droit. Et donc ici, dire une parole un peu trop libre, une parole un peu trop
disons, dénonçante, si on peut dire, pourrait remettre les activités du CICR en danger, et donc l'accès aux victimes. Et en fait, depuis les années 20, le CICR est de plus en plus impliqué dans des conflits armés non internationaux, qui sont même aujourd'hui la norme de travail du CICR. Et donc, on peut considérer qu'il y aurait une conjonction entre cette politique de discrétion que le CICR a adoptée à partir des années 30 et surtout donc la fréquence de son implication dans des guerres non internationales. Autre élément qui pourrait expliquer la politique de discrétion du CICR, c'est le fait que depuis les années 70, on assiste à une médiatisation importante des victimes et donc par ricochet des activités humanitaires, des bienfaits comme des dérives de ces activités. Et voilà, et donc il faut tenir compte du fait que d'autres ont peut-être accès à des informations et donc que ce que peut dire le CICR sur ces dossiers peut être aussi très sensible, que ce soit en bien comme en mal. Et puis aussi, depuis les années 60, vous avez aussi l'apparition d'organisations internationales qui, elles, ont pour vocation de parler. Vous en avez deux, la Amnesty International et Human Rights Watch. Et donc, en fait, l'apparition de ces autres acteurs qui, eux, dénoncent publiquement les violences pourrait ôter partiellement un certain poids moral au CICR. Vous l'aurez compris, et ça va être ma petite conclusion, donc la politique de discrétion et de confidentialité du CICR a une longue histoire et surtout a évolué au fil du temps en fonction de changements internes ou externes. Mais contrairement à ce qu'indiquait le titre de ma conférence, depuis la fin des années 30, pour le CICR, il ne s'est plus agi de parler ou de se taire, mais surtout de parler et de se taire en même temps. Car la politique de discrétion ou de confidentialité qui est née à ce moment-là ne signifiait pas toujours le silence, mais, comme je vous l'ai dit, et notamment le dialogue bilatéral, une autre façon de communiquer. Il ne faut pas se tromper, parler et se taire en même temps est un exercice beaucoup plus difficile que de parler ou de se taire. Et en fait, cet exercice aujourd'hui est encore rendu beaucoup plus compliqué par la multiplication des moyens de communication ou de non-communication, c'est ce. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre patience et votre attention.